Bonjour et bienvenue dans le Face à Face avec à mes côtés Pierre Jacquemin de Politis, directeur de Politis Bonjour d'ailleurs. Bonjour Pierre et David Revaud-Dallon, rédacteur en chef de l'Hémicycle. Bonjour Flore. Bonjour David. Avec votre une, Pierre, sur les chantiers éco-irresponsables. Alors quels sont-ils ces chantiers ? Alors c'est très actuel parce qu'on a vu hier justement que le tribunal avait pris la décision de relancer le chantier de l'A69. Nous on a fait le choix d'aller sur 5 chantiers qui sont assez peu connus mais qui sont très nuisibles pour l'environnement. 5 gros chantiers, que ce soit sur la question du numérique, de l'agriculture, de l'énergie, de quoi d'autre encore à faire. Il y a 5 gros chantiers, 5 grosses thématiques. On est allé enquêter sur ces terrains-là. Donc à lire dans Politis cette semaine. Et vous, David, l'Hémicycle parle de violence et de politique. Oui, toujours la une sur l'incendie, violence et politique. La violence qui s'exerce à la fois contre les élus et qui est en hausse, mais aussi entre les personnalités politiques et qui gagnent dans notre débat contemporain. Et on s'en rend bien compte d'ailleurs. Donc on va commencer par ce vote historique hier à l'Assemblée nationale avec cette adoption assez large d'ailleurs, 305 voix pour et 199 voix contre, de la proposition de loi sur l'aide à mourir, un texte au chemin tortueux mais qui a franchi quand même une première étape hier avec donc ce vote à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a d'ailleurs salué une étape importante. C'est un vote historique pour vous, Pierre. Qu'en pensez-vous ? Je suis assez d'accord avec Emmanuel Macron. C'est une étape importante. Je ne dirais pas encore que c'est historique. Ça serait historique si le chemin avait été jusqu'à son terme et donc la loi votée. Mais là, aujourd'hui, on en est quand même à l'étape. Il faut que ça passe au Sénat. Ça va revenir ensuite à l'Assemblée nationale, sauf si les débats s'enlisent, parce qu'Emmanuel Macron, souvenez-vous, avait lui-même proposé peut-être l'hypothèse d'un référendum si les débats devaient s'enliser. C'est historique au sens où on n'a jamais été aussi proche de ce nouveau droit. Et c'est vrai que c'est en cela que ça peut être historique, parce que c'est un droit dont on parle depuis 1978. Je crois que la première loi qui a été déposée, ça fait quand même énormément de temps qu'on en parle. Emmanuel Macron s'était engagé à le faire dès son premier mandat. Ça a quand même beaucoup traîné. Les débats, je trouve, ont été assez de haute tenue. Je trouve qu'il y a eu certes des échanges très tendus, mais c'est un sujet qui n'est pas simple. Et c'est d'autant moins simple qu'on ne peut pas dire que le gouvernement soit très enthousiaste à l'idée de faire passer ce projet-là. J'ai entendu encore le ministre de la Santé ce matin expliquer que lui se serait abstenu sur ce texte. Et le Premier ministre l'a dit aussi récemment. Donc voilà, c'est plutôt une bonne évolution de ce texte et c'est plutôt une belle image du Parlement qu'on a vu. Et donc là, la prochaine étape est de taille, c'est que le texte arrive au Sénat à l'automne. Sénat à majorité de droite. Est-ce que vous pensez que le texte passera cette étape du Sénat ? Ça va être un peu plus compliqué, mais je vais reprendre ce que Pierre a dit sur la façon dont les débats se sont déroulés à l'Assemblée nationale. C'est vrai que dans un climat totalement hystérisé depuis 2024, où le moindre sujet donne lieu à des débats extrêmement tendus, des outrances, une guérilla parlementaire, dans quelque camp que ce soit d'ailleurs. C'est un peu consensus, mission impossible depuis la dissolution et les législatives anticipées. Là, précisément, on a eu un vrai débat de long terme, de haute tenue sur le fond, et qui en fait transcendait finalement tous les partis et les clivages, parce que à part, je crois, l'UDF d'Éric Ciotti qui a voté contre comme un seul homme, mais en réalité, aucun parti n'a fait le plein. Voilà, vous avez des votes contre, des votes pour, des abstentions dans tous les partis, et plus ou moins importantes selon la situation dans l'échiquier politique, mais ça montre bien que sur des grands sujets, on peut avoir, nos députés, nos parlementaires peuvent avoir des sujets, des débats sérieux et sur le fond. Et donc au Sénat, oui, vous avez raison, majorité conservatrice qui ne va pas forcément dans le sens de ce texte, c'est plutôt la position de François Bayrou que vous rappeliez, mais en même temps le Sénat n'est pas non plus, contrairement à l'Assemblée nationale, connu pour des débats outranciers, des prises de position très politiciennes, etc. Donc il y a quand même un espoir, et puis in fine, il y a quand même aussi l'arme du référendum qu'avait évoqué Emmanuel Macron. On n'en est pas encore là, mais Gérard Larcher, en tout cas, a dit qu'il inscrirait le texte en septembre ou octobre, donc on sera assez vite fixé. Oui, parce que Emmanuel Macron veut que ce texte soit passé avant la fin de son quinquennat, avant 2027. Autre sujet, hier, François Bayrou, chez nos confrères de BFM, a de nouveau fait un constat assez alarmant de la situation de nos finances publiques, mais n'a pas fait d'annonce concrète, sauf une peut-être, que tous les Français allaient devoir faire des efforts. Ça, c'est un premier signal, Pierre. Oui, enfin, ça fait un moment qu'il nous le dit. C'est-à-dire qu'à force de l'entendre, je veux bien qu'il ait envie de faire passer l'idée qu'on serait dans une situation catastrophique, qu'on serait tous collectivement responsables de la situation de la dette en France. Il s'est payé le luxe d'une interview d'1 heure où il n'a fait aucune annonce.
Il a commencé à esquisser la possibilité de mettre dans le débat, ou en tout cas de mettre dans les mains des partenaires sociaux la question de la TVA sociale, mais il n'y a pas le début d'une réponse qui est faite. À part, il faut trouver 40 milliards, c'est à peu près la même phrase qu'il répète en permanence. Et même la journaliste Apolline de Malherbe lui a dit, ça fait 30 minutes ou 20 minutes qu'on est ensemble dans cette émission, je n'ai pas entendu le début d'une proposition que vous allez faire. C'est vrai que c'est pas simple pour lui, parce que le début d'une proposition, ça veut dire qu'il assume une position et que derrière, il se met en difficulté. Mais là, avec la TVA sociale, il se met plus qu'en difficulté, parce que ça a été dit par le Rassemblement national, c'est une ligne rouge et sans doute une censure qui a des chances de passer s'il devait passer sur la TVA. Encore une fois, quand on fait de la politique, on fait quoi? On veut réduire les dépenses ou est-ce qu'on veut améliorer la vie des gens? Il fait le choix de réduire les dépenses, ça veut dire qu'il va forcément sabrer dans ce qui est le quotidien des Français, les services publics et puis le pouvoir d'achat. S'il y a une augmentation de la TVA, ça veut dire que c'est le pouvoir d'achat des Français qui va trinquer. On va revenir à la TVA, mais en fait, François Bayrou, ce qu'il dit, c'est qu'il veut prendre le temps de la discussion. Donc, conférence de presse le 15 avril, longue interview hier, plan d'économie annoncé en juillet. On voit, le Premier ministre procède par étapes pour aussi préparer les Français à serrer la ceinture. Est-ce que, David, vous pensez que cette méthode est la bonne? En tout cas, c'est la méthode Bayrou. Force est de constater qu'en football, on appelle ça mettre le pied sur le ballon, en l'occurrence temporiser. Il sait qu'il est quand même dans une situation extrêmement compliquée, pour ne pas dire explosive, le Premier ministre. Et donc, sur tous les sujets, il temporise. Ça a été le cas sur les retraites, vous avez vu, avec le conclave, dont les conclusions devraient arriver dans quelques jours, dans quelques semaines. Même chose sur les dépenses publiques, les finances publiques. Alors, il y a quand même une idée, un ministre me le disait hier, il y a l'idée d'ambiancer l'opinion. Hein. Je cite ambiancer, c'est-à-dire commencer vraiment à expliquer aux Français, s'ils ne l'avaient pas déjà compris, que que la situation est grave, on a un déficit qui frôle les 6%, on a une dette publique qui a 3 200 milliards, et donc il va falloir faire des choix drastiques. C'est un peu le chaos. Oui, mais le problème, c'est que, si vous me permettez de paraphraser Martine Aubry, quand c'est flou, c'est Bayrou. Parce que vous parliez des dépenses publiques. En réalité, de la réduction des dépenses publiques, en réalité, même là-dessus, Bayrou, il n'a absolument rien annoncé. Donc, ils sont en train de lancer au gouvernement des ballons d'essai. On a la TVA sociale, on a eu la question des retraités il y a quelques semaines. On a aussi les patrons, les responsables des organisations patronales qui lancent des idées sur les cotisations, sur l'impôt sur le revenu. On en est au ballon d'essai. En revanche, la TVA sociale, ça semble quand même bien engagé. Et j'ai quand même l'impression que le gouvernement, il est un peu perdu, il n'a pas d'autre choix. Et pour avoir discuté avec plusieurs ministres, je sens que c'est quelque chose qu'ils sont en train d'enclencher. Je rappelle que c'est extrêmement dangereux. Pierre le disait sur le prochain vote, enfin le rendez-vous du projet de loi de finances à la rentrée, et puis que c'est quelque chose qui coûte toujours très cher en politique. Je me rappelle de Nicolas Sarkozy, 2007, il est élu président. La campagne des législatives se fait en partie sur ce point. Il y a une fameuse séquence télévisée où Laurent Fabius débusque Jean-Louis Borloo sur la question de la TVA sociale, et l'histoire a retenu que l'UMP aurait perdu à cette occasion plusieurs dizaines de députés. Donc la TVA sociale, c'est quelque chose de très impopulaire dans tous les camps et qui coûte très cher en général. C'est une mesure en effet très controversée, vous venez de le dire David, qui permettrait de renflouer les caisses de la sécurité sociale. La Cour des comptes a annoncé lundi que le déficit pouvait devenir hors de contrôle. Mais c'est vrai que toutes les oppositions crient à l'injustice. Et d'ailleurs, on va écouter à ce sujet Laurent Jacobelli pour le Rassemblement national. On a toujours dit qu'une ligne rouge, pour nous, c'était la perte de pouvoir d'achat des Français. Or, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Lorsqu'on augmente la TVA, on augmente finalement le prix des biens de consommation et donc on baisse le pouvoir d'achat. Donc voilà, la menace de censure qui revient planer au-dessus de la tête de François Bayrou, cette TVA sociale, ce sera la ligne rouge qui le fera peut-être chuter. Mais bon, il présente ses conclusions sur les économies en juillet. A priori, l'Assemblée nationale ne siégera plus. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que c'est que la TVA sociale. Elle n'a rien de social, cette TVA sociale qu'on appelle ça. C'est une TVA surtout antisociale. Il s'agit en fait de faire baisser les charges, les cotisations patronales, c'est-à-dire de possiblement augmenter le salaire net des Français et de compenser la perte, parce que cet argent-là qui est payé par les patrons permet de financer la sécurité sociale, et cette perte-là serait compensée par une augmentation du point de la TVA. Mais le point de la TVA, ça veut dire une augmentation, ça veut dire
une inflation, l'augmentation des prix. Donc c'est même pas sûr que l'augmentation des salaires soit forcément si importante. Mais en revanche, les prix vont augmenter. Donc ça veut dire que ceux qui vont payer, c'est l'immense majorité des Français. Si M. Bayrou veut faire des dépenses, sa politique et donc réduire les dépenses, pourquoi ne va-t-il pas s'abrer dans le premier poste budgétaire de l'État? Le premier poste budgétaire de l'État dans le cadre des dépenses, c'est les aides publiques aux entreprises. Je ne dis pas qu'il faut toutes les enlever, mais il y a peut-être là des leviers, 200 milliards d'euros par an de dépenses publiques pour aider les entreprises, qui en plus souvent délocalisent ou licencient, comme c'est le cas beaucoup en ce moment. On peut se dire qu'il y a peut-être des leviers à prendre ici plutôt que d'aller faire la poche des Français. Donc c'est pour ça que cette TVA sociale est aussi peu populaire par les Français, parce qu'elle touche directement leur pouvoir d'achat. Enfin, ce qu'on voit surtout, David, c'est que finalement, dès qu'il fait une proposition, les lignes rouges s'érigent. Donc, on a vraiment du mal à voir où est-ce qu'il va pouvoir trouver ces 40 milliards d'euros. Les taxis, c'est 300 millions. Et on voit déjà que ça va être extrêmement compliqué. Oui, il y a tellement de lignes rouges que ça devient un tableau de Mondrian, vous savez. Et puis que François Bayrou, il est complètement encerclé par toutes ces lignes. Vous avez raison de citer l'exemple des taxis, qui est très emblématique. C'est-à-dire que, il s'agit de faire quelques dizaines, quelques centaines de millions d'euros d'économies. Et devant la grogne, tout de suite, on temporise, on recule, encore une fois. Vous savez, on a coutume de dire que derrière chaque niche fiscale, il y a un chien. Là, à chaque fois qu'on dégaine une idée, et qu'il s'agisse d'économies dans les dépenses publiques ou de nouvelles idées géniales en matière de fiscalité, vous avez une catégorie qui monte au créneau, vous avez une meute de chiens qui sort. Et donc, tout le monde est d'accord pour faire des économies ou pour payer plus d'impôts, mais quand c'est pas sa propre catégorie, quand c'est dans la poche du voisin. Donc, vraiment, je pense que François Bayrou s'était acheté un peu de sursis avec le soutien des socialistes. Je pense que la période est quand même très dangereuse pour lui. La vraie question, on en est toujours à celle-là, c'est est-ce que le PS va continuer à ne pas censurer? La vraie question, c'est à quelques mois des municipales, est-ce qu'ils vont se permettre le luxe de faire tomber le gouvernement, de faire tomber le budget? C'est la vraie question. Et transition toute trouvée. Merci David, habile. Puisque justement, nous en venons au PS. Donc 20 000 adhérents socialistes ont voté pour le premier tour de l'élection du premier secrétaire. Et les deux finalistes sont donc le sortant Olivier Faure et le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, avec une légère avance pour Olivier Faure. Le perdant, donc Boris Vallaud, président du groupe à l'Assemblée nationale, sera le faiseur de roi et le maire de Rouen appelle à le rallier. On va l'écouter d'ailleurs, Nicolas Maillard-Rossignol. On appelle ce matin à ce qu'il y ait un débat qui se tienne entre ces deux tours, parce que on le voit bien, c'est le second tour qui va être décisif, et qu'on ait une direction collective avec toutes celles et ceux qui le souhaitent, et évidemment les électeurs et les amis de Boris Vallaud. Voilà ce que je voulais dire. Et une question, Pierre, à Nicolas Maillard-Rossignol, qui accuse Olivier Faure d'être ambigu face à Jean-Luc Mélenchon, même si dans son programme, Olivier Faure dit qu'il ne ralliera plus la France insoumise pour quelque élection que ce soit. Il est ambigu, Olivier Faure ? D'abord, il faut noter que même si effectivement les résultats sont serrés, je pense que le verdict final va tomber dans les minutes qui vont suivre. Il y a, je crois, à peu près entre 500 et 1000 voix d'écart entre Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol. Il avait deux candidats face à lui. Il arrive en tête de ce scrutin. C'est pas un succès, mais c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il avait quand même deux candidats contre lui. Maintenant, il faut lire les textes d'orientation, et je pense que Nicolas Maillard-Rossignol l'a lu, le texte d'orientation d'Olivier Faure, et le texte d'orientation d'Olivier Faure, il est très clair. Il dit clairement qu'il veut une alliance des gauches en dehors de la France insoumise. C'est écrit noir sur blanc dans le texte d'orientation. Donc l'accusation de Nicolas Maillard-Rossignol est totalement injustifiée, voire assez malhonnête. Par ailleurs, M. Maillard-Rossignol et tous les pontes et tous les éléphants qu'il a autour de lui qui l'ont soutenu, ça va quand même de Anne Hidalgo en passant par Carole Delga, François Hollande, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, c'est quand même du lourd qu'il avait autour de lui. S'il y a tous ces députés nouveaux qui ont émergé aussi à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'Olivier Faure a su faire les alliances, et notamment avec la France insoumise. S'il n'y avait pas eu la NUPES, s'il n'y avait pas eu le NPS, il a été beaucoup critiqué, mais le Parti socialiste n'existerait plus. Il n'y aurait même plus de groupe aujourd'hui à l'Assemblée nationale s'il n'avait pas fait ses alliances. Il a quand même revenu à reparti. Il y a deux lignes. Au moins, ça n'a pas suscité un grand enthousiasme, parce que 20 000 militants qui se sont déplacés sur les 40 000, ça fait pas beaucoup, et c'est assez peu. Ça doit être assez peu réjouissant pour les socialistes qui ont quand même une échéance municipale dans un an. Mais
Bon, écoutez, on verra. Il y a un second tour. Effectivement, je pense que Boris Vallaud sera le maître du second tour. Je ne pense pas qu'il se mouille pour dire qui il va rejoindre. Maintenant, on sait quand même que les proches de Boris Vallaud, ce sont ceux qui ont soutenu et toujours soutenu la ligne politique de Olivier Faure. Il y a quand même deux lignes qui s'affrontent, hein. Il y a les identitaires qui veulent un retour du Parti socialiste avec une candidature socialiste absolument aux élections présidentielles. Et de l'autre, Olivier Faure qui dit « Nous, on est prêts à une discussion ouverte avec l'ensemble des partis en dehors de la France insoumise ». 42%, donc Olivier Faure au premier tour, vous diriez qu'il s'en sort finalement mieux que prévu, que c'était plutôt inattendu comme résultat? Oui, alors on savait que ça allait être serré, c'était déjà le cas au Congrès de Marseille, puisque c'était à touche-touche avec des accusations de fraude, comme très souvent au Parti Socialiste, hein, c'est une vieille rengaine. Bon, c'est un peu sans surprise, mais c'est vrai qu'Olivier Faure, qui a été attaqué de toutes parts, vous avez raison de rappeler tous les barons du PS et tous les poids lourds qui avaient choisi de soutenir son concurrent. On pourrait aussi ajouter les quelques députés qu'il soutenait, quelques personnalités qu'il soutenait au précédent congrès et qui sont passées dans le camp adverse. Donc c'est un score relativement bon pour lui. Et c'est vrai que l'accusation, c'est vrai qu'il a fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon, incontestablement, d'abord dans la NUPES, puis dans le NFP. C'est aussi vrai que ça a permis au groupe socialiste de revenir en force à l'Assemblée, quasiment au même niveau que les Insoumis. Après, il y a un peu de mauvaise foi de la part de Nicolas Mayer-Rossignol sur ce point, puisqu'Olivier Faure a quand même rompu, on peut le dire, avec Jean-Luc Mélenchon ces derniers mois, et notamment depuis le 7 octobre. Mais il y a une vraie, vous le disiez, une vraie différence stratégique de ligne pour la suite des opérations, avec un PS canal historique qui veut une candidature dans le giron socialiste classique, même si on rajoute quelques petits courants, je pense à Bernard Cazeneuve, voire Place Publique de Raphaël Glucksmann. Mais le problème, c'est que pèse aujourd'hui le Parti socialiste maintenu, le Parti socialiste canal historique? On l'a vu aux dernières élections présidentielles, c'était 6% pour Benoît Hamon, un peu plus, c'était 1,6% pour Anne Hidalgo. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas reprendre du poil de la bête, mais est-ce que cette solution a de l'avenir? C'est une vraie question. Et ce qui me frappe surtout, au-delà de ces questions de personnes, c'est que, comme toujours, moi qui ai suivi le Parti socialiste au début de ma carrière de journaliste politique pendant des années, comme toujours, il y a une absence de travail sur le fond, une absence de travail programmatique. On ne sait pas ce qu'il pense sur pas grand-chose. Ce qui est vrai, qui est reprochable à Olivier Faure, mais à tous ses prédécesseurs, alors que, pour le coup, connaissez, je ne suis pas forcément d'accord avec la France insoumise, c'est le moins qu'on puisse dire, mais incontestablement, il y a un travail stratégique, un travail programmatique. On attend qu'aujourd'hui, le Parti socialiste se mette au boulot. Merci à tous les deux et merci de nous avoir suivis. Et l'info continue sur France 24. Merci Flore.